Aujourd'hui, je vous emmène vers des terres lointaines où poussent des plantes qui vous sont peut-être inconnues. Cet endroit se trouve à 9000 km de la métropole. Il réunit des paysages au contraste époustouflant. Un climat aux multiples facettes soufflant le chaud et parfois le frais. Et une végétation unique au monde. Bienvenue sur la bien nommée île de la Réunion. Située au milieu de l'océan Indien, la Réunion, ou l'île intense comme on la surnomme, est vivante. Son volcan actif, le Piton de la Fournaise, culmine à 2632 mètres d'altitude. Un volcan bouclier qui constitue 40% de l'île dans sa partie sud-est. La fréquence des éruptions et l'abondance des coulées renouvellent sans cesse la configuration du Piton de la Fournaise et de ses pentes, et maintiennent les paysages dans une dominante minérale. La Réunion présente donc un relief escarpé, travaillé par une érosion très marquée. Cependant, dès que les laves sont complètement refroidies, des processus de colonisation végétale se mettent en œuvre. Vous allez découvrir des végétaux qui ne poussent qu'ici, des palmistes, des géraniums odorants et d'autres, venus d'ailleurs, qui complètent à merveille ce tableau aux couleurs tropicales. Aujourd'hui, je vais vous parler de litchi, de baba-figue. Ah, dernière chose, savez-vous que la France produit du thé? Si vous ne me croyez pas, patientez encore quelques minutes, le temps d'arriver au bout de cette route. L'île volcanique de l'hémisphère sud a été baptisée en 1649 île Bourbon, du nom de famille des rois de France, les Bourbons. C'est lors de la Révolution française qu'elle prend le nom d'île de la Réunion. Si aujourd'hui encore la vanille de la Réunion porte le label Vanille Bourbon, c'est parce que les premiers plants de vanille ont été introduits avant la Révolution. La Réunion abrite une flore endémique exceptionnelle et très variée. On y recense plus de 1000 espèces de plantes, dont 230 différentes. À Grand Coude, dans la fraîcheur des Hauts de Saint-Joseph, le labyrinthe enchanté est un jardin transformé en plantation de thé. Depuis 10 ans, une famille d'agriculteurs passionnés y cultive le thé, mais également des géraniums sur 3 hectares. Bienvenue dans l'unique plantation de thé située sur le sol français. Nous sommes à Grand Coude, dans le sud de la Réunion, le village le plus proche du volcan, à vol d'oiseau. Le Piton de la Fournaise n'est qu'à 3 ou 4 km d'ici. À quoi ressemble un théier? Vous avez sûrement tous en tête l'image de cet arbuste très feuillu faisant la hauteur d'un homme. Ça, c'est quand il est taillé et exploité pour ses feuilles. Mais si on ne le contraint pas, si on le laisse pousser tranquillement, voilà ce qu'il finit par donner. Des arbres d'une quinzaine de mètres de hauteur. Ici, on en a même fait une forêt. Le thé est arrivé à La Réunion dans les années 1950. Il a trouvé sur les hauts de l'île
tout ce dont il a besoin. De la chaleur, mais pas trop, et de l'humidité. Malheureusement, face à la concurrence des pays asiatiques, les plantations ont dû être abandonnées. Jusqu'au jour où Johnny Guichard a remis les pieds ici et a décidé de relancer la production. Alors je sais, l'histoire est un peu alambiquée, un peu à l'image de ce labyrinthe. Johnny, dit Jojo, est le seul producteur de thé français et bio de surcroît. Si Jojo est un grand monsieur du thé, il est aussi un grand monsieur de 2,04 m. Moi, elle est là. Ah, moi, elle est là, c'est du créole. C'est Johnny, ça. Bonjour, Johnny. Bonjour. Ça va? Ça va, oui, vous-même. Vous êtes perché sur un escabeau, là? Non, non, c'est mes deux jambes. Il est grand. Pourquoi on cueille le thé au petit matin? Ah, ben, le petit matin, regarde la rosée qu'il y a là. C'est ce qui va faire la qualité du thé, c'est l'eau qu'il y a dessus. Oui, c'est important, l'humidité Ah, ici. c'est important, tout à fait. Voilà. Il faut de l'humidité et de la chaleur pour le thé. Tout à fait, voilà. Qu'est-ce qu'on cueille? Ce qu'on cueille, c'est ces petites pousses plus ces deux dernières feuilles. On va tout simplement juste le prendre comme ça, le tourner comme ça, et voilà comment on le récolte. Pour la cueillette fine, ce que nous on pratique aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il y a un autre type de cueillette? Tout à fait, ce qu'on appelle la cueillette classique ou grossière. On peut ramasser tout ça avec. Ok. D'accord? Voilà, la qualité est moins bonne, ou on peut aller encore beaucoup plus loin et ramasser uniquement la petite pousse comme ça. D'accord. Voilà les trois types de récoltes. Les trois types de récoltes. Cueillette fine, cueillette classique et cueillette impériale. D'accord. Et on comprend bien que si la meilleure, c'est celle-ci, ça veut dire que c'est le bourgeon apical qui rassemble le plus de parfum. Le plus de sel, le plus de parfum, tout à fait, qui est beaucoup plus raffiné. D'accord. La cueillette est une opération très importante quant à la qualité du thé manufacturé. Plus les feuilles sont jeunes, plus elles sont riches en substances, comme la théine et le tanin, et savoureuses. Donc, cette petite pousse, là, elle est toute petite et il n'y a que deux petites feuilles. Mais On ramasse ces deux petites feuilles. comme ça. Voilà. Ok. Tu tires dessus, ça tourne et ça casse. C'est tout. Ah. Voilà. Voilà. Comme ceci. Tout à fait. Là, on met une bonne poignée dans la main. Ouais. Et après, on va le mettre dans le panier. Tout simplement, Ok. voilà. Et là, on va continuer à avancer. On met quelle quantité dans un panier comme ça? Dans une panier comme ça, en une matinée, on va ramasser à peu près entre 15 et 20 kilos. Et une fois le thé traité, ça donne combien? Alors, dans 1 kilo, on aurait 130 grammes. Ah, quand même. On a plus de 80% d'eau dans le thé. On passe tous les jours? Je vais repasser dans un mois. Ah. Un mois après, on aura de nouvelles pousses. Ouais, par exemple, ici, là, on ramasse ici. Cette petite pousse-là, dans un mois, il sera développé. Voilà, quand c'est petit comme ça, surtout là, on va se laisser développer. Eh oui, ça se fait obligatoirement à la main. Tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de reprendre une plantation de thé? Comme on a vu que le thé, lui, il n'était pas attaqué par les cyclones, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Vous avez replanté des thés ou vous avez utilisé des théiers qui étaient déjà en place depuis les années 50? On a réutilisé les mêmes plantations des années 50. C'était une forêt de théiers. On a pris la tronçonneuse, on l'a rentré dedans, on a tout taillé au ras du sol. Et 6 mois après, j'avais du thé à récolter. On l'a réaménagé à notre hauteur. Comme vous pouvez voir, ici, c'est aménagé un petit peu plus haut qu'un mètre. Sachant que nous-mêmes, on fait la récolte, on est assez grand. On s'est adapté à la récolte à notre hauteur. Eh oui, je ne pourrais Voilà. pas travailler ici, moi. Ah, si, on peut adapter des récoltes à votre niveau, il n'y a pas de souci. Il suffit juste qu'on taille légèrement plus bas. Là, c'est très joli, Voilà. effectivement, quand on se met... Là, il y a une forêt de jeunes pousses de thé. Ça donne envie d'y goûter. Ah, ben, en parlant d'y goûter, vous pouvez goûter, hein. Regardez, on peut prendre même cette petite pousse comme ça, là. Ouais. On va le prendre et on va le mâchouiller. C'est tendre et amer. Tout à fait. Et donc, c'est cette amertume qui, suite à la transformation, va engendrer un thé de grande qualité. Voilà. Ici, vous n'utilisez pas de produits phytosanitaires, il n'y a pas de maladie. On a remarqué que tous nos champs de thé qui sont là, ben, qu'on n'a pas une maladie parce que tout autour de nous, on a planté le géranium. Voilà, le géranium qui va protéger le thé des insectes. Tout à fait. Des géraniums odorants. On va aller faire un tour. Je vais me laisser guider par le parfum. Et on se retrouve au séchage. On se retrouve au séchage. Allez, à tout de suite. À mon avis, c'est par là. À quelques pas des plantations de thé, le frère de Johnny, Johan, cultive des géraniums. Ici, le géranium n'est pas celui que l'on retrouve sur les balcons, mais un géranium odorant qui permet de recueillir les huiles essentielles après distillation.
vous ai trouvé un peu plus facilement que votre frère. C'est sûr, c'est plus visible. Ça sent surtout davantage. Eh oui. Voilà. Bah, touchez, sentez, et dites-moi en plus. Déjà, ça sent là. Ça sent la rose. Ceci donc, est donc du géranium rosa. Donc c'est celui qu'on utilise donc, en parfumerie. Ça sent très fort, hein. Tout à fait. Et rose, un petit peu de menthe aussi. Ah, bien sûr, plusieurs notes de parfum à l'intérieur. Hein, donc, D'accord. Et donc, vous cultivez ce géranium. Ça permet de protéger les théiers des insectes, mais vous en faites essentiellement des huiles essentielles. bien entendu, ce seront bien sûr les feuilles qui seront donc les plus recherchées, qui contiennent donc l'huile essentielle. On ne peut pas s'empêcher de mettre le nez dedans. Et c'est cette odeur, ce parfum que les insectes n'aiment pas. Les moustiques, par exemple, auront horreur un peu donc, de ce parfum-là. Et puis alors, ça sent bon, mais en plus, la feuille est soyeuse. Donc, cela est dû aux petits duvets qui font finalement donc, libérer toutes ces senteurs. On les sent très bien sous les doigts et on les voit même à la loupe. En fait, ces petits poils sont plantés dans des petites glandes qui contiennent donc des huiles essentielles. Et lorsque l'on froisse les feuilles, eh bien, on casse ces petits poils, on libère les huiles essentielles qui se répandent dans l'atmosphère ou qui restent collées à nos doigts. C'est ce qui fait que ça sent si bon dès qu'on froisse un peu la feuille. Ah, c'est terrible. Alors, bon, on appelle ça géranium. C'est pas tout à fait correct. Normal, cette fleur appartient à une autre famille qu'on appelle Pélargonium. les pélargoniums. On l'appelle pélargonium parce que la graine de la fleur ressemble au bec de la cigogne. Et en grec, cigogne, c'est pélargos. Voilà. Il faut bien savoir. Voilà, mais bon, comme la feuille ressemble un petit peu à celle du géranium, eh bien, on a pris l'habitude. Ici à La Réunion, de l'appeler géranium. Voilà, géranium. Je vais vous laisser terminer la cueillette du géranium et moi, j'allais retrouver votre frère qui m'attend au séchage du thé. C'est dans quelle direction? C'est par là, Tout droit? tout droit. Eh bien, je vais tâcher de ne pas me perdre. Allez! Si le géranium sèche à l'air libre, le thé, lui, sèche dans un endroit bien particulier qui permet d'obtenir une maturation optimale. Johnny a construit son propre séchoir de manière très artisanale. Johnny? Oui, Antao? Ah bah ça va. J'avais peur d'arriver après la bataille. Donc ça, Voilà. c'est le thé qu'on a cueilli tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et qu'on va Bien aéré sur la clé. disposer sur la claie. Et donc là, on va laisser les feuilles de thé pendant combien de temps sur ces claies? Alors là, il va sécher pendant 15 jours. Voilà. Et dans 2 semaines, il sera prêt à être être consommé. consommé, voilà, à préparer. C'est tout un art, hein, parce qu'il faut retirer l'humidité pour éviter l'oxydation, mais en même temps, il ne faut pas que ça aille trop vite pour éviter de retirer trop d'arômes. Parce que si on n'a plus d'arôme, si on fait sécher au soleil, par exemple, ce thé-là, le thé est très sec. Mais quand on boit, il n'y a pas de goût. Là, c'est pour faire du thé blanc. Tout à fait, ça c'est pour le thé blanc. D'accord, le thé blanc, lui, sèche de manière naturelle. Naturellement, voilà. Ok, on la met où la clé là? Là, on va Donc, mettre ici, il y a l'emplacement libre. Hop, voilà. le thé juste cueilli se met sur les claies du bas, hein, Oui, c'est bien ça, oui. parce qu'il y a encore beaucoup d'eau de rosée, et c'est pour éviter que cette eau, en tombant, vienne gâter le thé qui a commencé à sécher. Voilà pourquoi on le met toujours en bas. Alors, on verra maintenant la différence avec celui-là, Ah, qui est prêt à consommer. celui-ci est prêt à consommer. Tout à fait. D'accord, ça c'est un thé donc qui a une quinzaine de jours. Voilà, et vous voyez là, on le prend et on l'écrase. Comme ça. Voilà, Et vous allez le broyer à la main. à la main. Voilà, il faut ça bien écraser, hein. Voilà. Ça, là. Alors, après, il y a une deuxième petite technique qu'on va employer. C'est avec le petit panier en bambou. Oui. On prend le thé comme ça, Ah oui. tu l'écrases, tu mets dedans, Et on va l'utiliser un peu comme un tamis. comme un tamis, voilà. Tu mets dedans comme ça. Et après là, voilà. Voilà. Il y a les miettes qui tombent. Et voilà. Ah, voilà. Et c'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça qui est bon et toute la partie tige va rester ici. C'est toute une technique, hein. Et là, on a du joli thé. Celui-ci, on pourrait le faire infuser, là, et le consommer. On va le faire infuser, après on va le déguster. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre l'air.
Meilleur dehors. Hein. Ah oui, ça chauffe à l'intérieur. Hein. C'est dehors, face à une vue exceptionnelle qu'offre le jardin du Labyrinthe enchanté, que Johnny et Johan proposent une dégustation de leur production de thé français qui fait toute leur fierté. Voilà, et maintenant, la dégustation thé blanc, thé vert. Donc ici, on a du thé blanc qui est très léger, très subtil, qui peut très bien s'apprécier donc le soir. On peut le goûter? Bien entendu. Voilà. Hop. Merci. C'est très doux. Tout à fait. Ça n'est pas du tout agressif, pas du tout acide. On va goûter l'autre. Le thé vert. Ah oui, il y a une vraie différence. Celui-ci réveille et celui-ci n'empêche pas de dormir. Exactement. De suite, on sent la différence du thé, c'est-à-dire qu'il sera vraiment beaucoup plus corsé. Et pourtant, le thé vert, il a été quand même infusé beaucoup moins longtemps. Et combien de temps d'infusion pour ces deux thés? On va dire le thé vert, c'est à peu près 5 minutes d'infusion. Le thé blanc, entre 8 et 10 minutes facilement pour l'infuser. Alors, j'ai une petite préférence pour le thé blanc. C'est un des thés qui marche le mieux parce que les thés blancs, c'est très subtil. Les gens disent qu'il c'est déjà sucré, c'est très doux naturellement. À un moment, je me suis même dit, il y a une pointe de miel. Non, non, non. Ce sont les abeilles qui vont mettre du miel dedans, peut-être, mais nous-mêmes, on ne met pas de miel dedans. Alors, je repose la tasse de thé vert et je profite de ce thé blanc dans ce décor ouaté. Regardez, avec quelques nuages qui s'accrochent sur les sommets des hauts, on se croirait nulle part. Nous sommes à La Réunion, sur l'île de La Réunion, dans un décor paradisiaque. Nous allons quitter ce décor extraordinaire et le labyrinthe enchanté pour découvrir un autre savoir-faire asiatique ancestral importé sur l'île de La Réunion, la culture du bonsaï, direction les Macs, sur les hauteurs de Saint-Louis, où Sully Ferrer a installé sa collection de miniatures végétales. Quant à nous, on se retrouve pour le pique-nique. C'est au Maquet, dans les Hauts de Saint-Louis, à plus de 1000 mètres d'altitude, que Sully Ferrer a créé son jardin, un hommage au bonsaï. L'art du bonsaï, venu de Chine, mais codifié au Japon, consiste à reproduire en réduction et dans la forme la plus harmonieuse possible, la silhouette d'un arbre de taille normale. Sully a découvert cette passion il y a 25 ans. J'ai eu le coup de foudre de bonsaï, c'était en 1978. Et c'était la première fois que je voyais des petits arbres. Et puis en 1985, à peu près, dans ces environs, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer, je vais commencer, essayer de faire aussi. Donc j'ai commencé, autodidacte. Le jardin de Sully regroupe plus de 500 bonsaïs de plus de 60 variétés. C'est dans cet endroit zen, avec une vue imprenable sur les reliefs montagneux, que Sully a pris sa retraite. Après une carrière dans une grande société d'électricité, il prend désormais soin de ses petits arbres. Cet arbre, c'est un endémique qu'on trouve dans nos forêts ici, et il doit avoir au moins 45 ans. Donc c'est un arbre qui a la particularité de fleurir surtout après les cyclones. Et quand il est stressé, il se met en fleurs dans la forêt. Cultiver le bonsaï est un savoir-faire asiatique ancestral, importé sur l'île de La Réunion. C'est un mélange de techniques horticoles et d'art vivant qui nécessite un entretien quotidien. Là, je suis devant un ficus qui a plus de 50 ans. Il a été prélevé dans la nature. Dans un bonsaï, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut, soit, là j'enlève un petit peu les feuilles mortes, les petites branches cassées, sèches. Et puis il faut éviter les branches qui se croisent. Donc celle-là, elle croise avec l'autre, donc je vais enlever celle-là.
C'est vrai que c'est un peu long à faire, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et en prenant son temps, Sully a même réussi à faire un bonsaï à partir d'un baobab. Le secret réside dans le contenant, des pots dans lesquels se trouve une petite quantité de terre. Les bonsaïs demandent des soins constants et le jardinier autodidacte doit leur prêter une attention particulière pour les garder en forme. Ce bonsaï, il a environ 23 ans. Je suis en train de dégager un peu les racines. On va détaler un peu tout ça parce qu'il y a un peu trop de terre là-dedans. Celui-là, c'est un Ficus reflexa, c'est un endémique des Mascareignes. On l'appelle ici le petit Lafouche. Il peut atteindre quand même 6 mètres de haut. Là, il a une trentaine de centimètres. Ce qui est important aussi dans un bonsaï, c'est la base des racines. C'est ça aussi qui est très important, qui donne la beauté d'un bonsaï. Il faut que les racines soient bien apparentes. Ce qui est important aussi, pour le bonsaï, il y a des orifices pour le drainage. Et un vrai pot bonsaï, il y a 2 petits trous aussi, ou voire 4. C'est pour passer des fils à l'arrimage de l'arbre. Il faut l'attacher l'arbre. L'arbre, il faut qu'il soit bien attaché. Surtout à La Réunion, avec les cyclones, il ne faut pas qu'il s'en aille après un rempotage. Donc je mets une couche de substrat. Et je vais prendre mon arbre. Et puis je vais le tasser. Après un arrosage copieux, voilà un bonsaï qui va pouvoir profiter pleinement de ce cadre idyllique. Aujourd'hui, Sully a réussi à créer un coin de paradis où le miniature rencontre la plénitude. Sur la côte sud-est de La Réunion se trouve la route nationale 2, dite route des laves. Cette route doit son nom au fait qu'elle soit régulièrement coupée par les coulées de lave qui dévalent par les grandes pentes lors des éruptions du piton de la Fournaise. À la suite d'une éruption en 2007, il a fallu 7 mois de travaux pour réouvrir cette route qui était recouverte par endroits d'une couche de lave atteignant plus de 60 mètres de hauteur. Le terrain, lui, était truffé de cavités et de tunnels. Un travail de titan. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'enclos, dans le sud sauvage de l'île. Cette zone est totalement inhabitée. Elle sert de déversoir à la roche en fusion au moment des éruptions. La route a d'ailleurs été plusieurs fois recouverte par les coulées. Celle-ci date de 2004. Et voyez vous-même, la végétation commence déjà à reprendre ses droits. Regardez cette roche, elle est fascinante. Regardez ça. On croirait des cordages de bateaux. D'ailleurs, on parle de lave cordée. C'est tout le paradoxe de cette île. Le volcan peut être destructeur, mais le sol, en apparence ingrat, engendre une végétation d'une richesse extraordinaire avec des plantes qui ne poussent qu'ici. C'est ce que nous allons continuer à découvrir. Nous sommes toujours dans le sud de l'île, à une quinzaine de kilomètres de l'enclos. Et nous allons maintenant découvrir une autre plante emblématique de l'île de la Réunion qui pousse très bien sur les sols volcaniques, le chou palmiste. Ah oui, ça ne vous dit peut-être rien, c'est ainsi que l'on nomme ici le cœur de palmier. Jean-Marc, le propriétaire des lieux, est déjà dans les choux. L'exploitation s'étend sur une dizaine d'hectares.
Le palmiste, comme vous pouvez le constater, est une variété de palmier. Alors il peut être planté à des fins ornementales. Jean-Marc Huette, lui, l'exploite pour son chou. Ce n'est ni un fruit, ni un légume, et pourtant, c'est délicieux. Alors nous sommes ici au cœur de son exploitation, au milieu de... Allez, 40 000 palmiers. Je ne les ai pas comptés, hein. À l'origine, sur cette exploitation, les parents de Jean-Marc cultivaient la canne à sucre. Mais le terrain étant en pente, la mécanisation de la production était impossible. Jean-Marc a donc décidé de remplacer les champs de canne à sucre par des palmistes, bien plus faciles à cultiver sur ce relief escarpé et volcanique. Jean-Marc? Oui, Jamy, bonjour. Bonjour. Alors il est où ce chou? Le chou de palmis, il se trouve à ce niveau-là. Hein. On va couper là où il y a la bosse. Hein. Ouais. C'est juste au-dessus. Tout ça là. Voilà. Comment on le récupère ce chou? Alors, on va enlever d'abord les feuilles. Ok. Ça y est, là, je vais mettre le coup de sable à ce niveau-là. Pour enlever on appelle ça ici les ampounes. C'est des enveloppes. Hein. Comment vous les appelez les... En créole, les ampounes. Les ampounes. Ampounes. Donc, on enlève Ampounes. les ampounes de palmiste. Et D'accord. puis là, on va couper à ce niveau-là avec un bon sabre à canne. Hein. D'accord. Et là, ça y est, le cueil il est à l'intérieur. Ok. Vous voyez? La partie qui se mange donc se trouve ici. Ouf, il y a Donc, encore des épines. Oui, il faut Faire voir. attention, hein. Regardez. Pas le prendre à rebrousse-poil. Et je suppose qu'une fois qu'on s'est fait piquer 2 ou 3 fois, Voilà. on comprend vite dans quel Voilà, sens il faut exactement. l'attraper. Ok. Alors, comment vous savez que un palmiste est arrivé à maturité? Parce que on ne voit pas le cœur, il est renfermé, voilà. il est protégé. Je vais vous montrer un exemple par ici. Là. Montrez-moi. Alors là, effectivement, il y en a un qui est plus volumineux, celui-ci, que celui-ci. Voilà. Et pourtant, ils ont été plantés en même temps. Mais après, par rapport, comme ici, on a des terrains qui ne sont pas homogènes. Hein, donc, il y a des endroits, il y a des cailloux. Et celui-là, il a beaucoup plus développé. Ça, il faudra attendre encore quand même 1 an ou 2 pour qu'on ait un palmiste un peu plus conséquent à manger quand même. D'accord. Mais si on le coupait maintenant, est-ce qu'il aurait malgré tout bon goût? Oui, il aurait bon goût. De toute façon, quelle que soit la grosseur, hein, le cueil va toujours se situer dans la même place. Hein. D'accord. Mais la seule chose, c'est qu'on aura beaucoup moins à manger. Il a quel âge celui-ci? Celui-là, il a 5 ans déjà. 5 ans. On plante, on attend 5 ans, au bout de 5 ans, on commence à couper. Voilà. Et ça veut dire que c'est un produit de luxe. Il faut plus de temps pour faire un cœur de palmier que pour faire un foie gras. Oui, d'ailleurs, c'est notre caviar réunionnais, nous. Hein. Le caviar réunionnais. Oui. Ouais. Wow. Hop, on le déshabille. On retire l'enveloppe. Et là, on voit le cœur à l'intérieur pour manger. Et on le voit bien, là, le cœur, là, Voyez. qui est délicieux, là, qui se trouve ici. Voilà. Alors, fatalement, étant donné qu'on a coupé ce bourgeon apical, l'arbre est mort. Il est mort, le tronc il va se dégrader en 3 ans, 4 ans. Mais pour tenir à flot l'exploitation, quand Oui. on coupe un, on replante 2. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez planter 2 autres Voilà. palmiers. Pourquoi 2? Pourquoi pas un seul? Parce que quand on est sur de la roche volcanique, des terrains volcaniques comme ça, des fois on subit des sécheresses et on peut avoir des pieds qui ne poussent pas. Ouais. Donc pour avoir au moins tout le temps la même quantité, on plante 2. Eh oui, on est sur un terrain volcanique. Et on va planter ici, là. Voilà, juste à côté là. Ce sont des petits palmiers que vous avez fait grandir en Voilà. pépinière. Ok. Donc voilà, donc on va faire préparer le trou. Hein. On va couper un peu les racines des autres palmiers. Et si on regarde le type de sol qu'on a ici, vous voyez, c'est un sol granuleux. Eh oui. Vous voyez? Ouais, c'est sec. Un sol sec qui est constitué, vous le voyez, de roches volcaniques. Ne l'oublions pas, nous sommes sur les pentes du piton de la Fournaise. Voilà. Voilà, sur des coulées de lave. Hein. En fait, si on plante des palmiers en dehors de cette zone où il y a des coulées récentes, eh bien, le palmier va moins bien pousser. Oui, parce qu'ailleurs, on a des terres un peu plus compacts. Et les palmistes, lui, ils aiment bien les terres qui sont aérées. Et les racines aussi, eux, ils n'auront pas de mal à se développer puisqu'elle est très légère comme terre. Ok, allez. Voilà, donc on prend un plan ici, hein. On va le dépoter. Hein. Il a quel âge celui-ci? Celui-là, à partir du semis, il a déjà 2 ans. D'accord, 2 ans.
Donc on fait un petit passage comme ça. Là, maintenant, on va ramener la terre autour. Hein, Oui. Et je comme fais ça. attention parce qu'il a déjà des petites épines. Voilà, donc là, et voilà, on laisse faire. Comme ça, pas plus. Voilà, pas plus. Bon, Jean-Marc, on a coupé le palmiste, on a récolté le chou, on a replanté. Oui. Est-ce qu'on a droit de goûter ce qu'on a récolté? Maintenant, oui, il faudra pousser l'action jusqu'au bout, j'y pense. Hein. Je vais Vous allez me montrer montrer. comment on fait. Allez. Le cœur du palmiste, que l'on appelle chou palmiste, même s'il n'a rien d'un chou, possède de grandes qualités nutritionnelles. Il contient des fibres, des sels minéraux, des vitamines A, B et C et est composé à 90% d'eau. Avant de le déguster, il faut retirer les différentes couches qui le protègent. On va profiter d'une souche de cocotier Voilà. pour s'installer. Alors, on va prendre la tête en haut. Voilà, vous pouvez vous servir d'appui. Ouais. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, on commence à voir le blanc. Après, le palmiste rouge, Ouais. c'est un produit qui s'oxyde très rapidement. Palmiste rouge, vous l'appelez. Pourquoi on l'appelle palmiste rouge? Et ben, ici, on a 3 variétés de palmiste. Oui. On a un palmiste qu'on appelle rouge des hauts, Oui. ça pousse en altitude. Oui. Et ça, c'est le rouge des bas. Mais pourquoi on lui donne ce nom de rouge? Après, À cause c'est- de la couleur là, que l'on Avec, voit avec la couleur, ben, quand on regarde les vieux pieds, Oui. on regarde les ampoules, c'est Ouais. rouge. D'accord, effectivement. Et après, on a Les le palmiste ampoules. blanc. Voilà. Voilà, Ok. Palmiste le rouge. palmiste rouge. On c'est comprend rouge. pourquoi. Parce que c'est rouge. D'accord. Et lequel est le meilleur? Les deux palmistes, ce sont les plus renommés. Après, on a une troisième variété, le palmiste blanc. Ouais. C'est la moins recherchée, ça. Hein. C'est moins bien. Mais ici, donc, c'est palmiste rouge. Donc, Voilà. non seulement c'est du caviar, mais du bon caviar. Voilà. En plus, c'est produit naturellement. Là, on peut manger comme ça. Hein. Allez, je coupe une rondelle et je la croque. C'est doux. C'est très doux et ça fond dans la bouche. C'est pas du tout filandreux. C'est Non. très homogène. Et alors, c'est d'une tendreté incroyable. C'est un petit goût d'amande. Voilà. Mais écoutez, après la douceur du chou de palmiste, on va maintenant, allez, réveiller nos papilles. On va aller faire un tour dans le jardin de Patrick Fontaine. Il a tout un espace qui est consacré aux épices et aux parfums. Situé dans la zone de Marlongue, sur une coulée volcanique vieille de 800 ans, le Jardin des Épices est l'œuvre de Patrick Fontaine, un botaniste et agriculteur amoureux de la nature et de son île. À l'origine, ce terrain appartenait à son oncle. Patrick y a passé son enfance. On devait restaurer notre maison qui est à Saint-Joseph. Et ben, nous, on courait avec ma sœur, mon frère, on était 3, et un peu partout à l'intérieur. Et c'est à partir de ça qu'on a découvert, on va dire, ce site merveilleux. On a fait une restauration du site qui a duré quelques années. Et ensuite, on a commencé la production. Coup de foudre et passion pour la terre, le jeune homme ne quittera plus l'endroit. Dans ce climat chaud et humide, au sol d'origine volcanique, la culture des épices introduite au XVIIIe siècle à La Réunion est très prometteuse. Du gingembre qui est déjà bon ramassé. En gingembre rose, ça veut dire du gingembre tendre. Le gingembre que vous connaissez pour vos sushis, le poisson gingembre, poulet au gingembre. Et à ce stade-là, quand le gingembre a encore ses feuilles, ben, il est tendre, moelleux, facile à manger. Et on le ramasse aussi à un autre moment, c'est quand il perd ses feuilles. Et quand il perd ses feuilles, c'est plus dur et filandreux. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Un peu plus loin, c'est une autre épice bien connue en métropole que Patrick va récupérer directement dans l'arbre. Quand le fruit s'entrouvre comme ça, on continue à l'ouvrir. Et dedans, ce qu'on voit, c'est la fameuse noix de muscade. On dirait un bijou dans son écrin. « 26 années après sa création, grâce au travail quotidien de l'agriculteur,
le jardin de plus de 3 hectares recense désormais plus de 1500 espèces de plantes. Là, ce qu'on fait avec Thomas, c'est qu'on ramasse du poivre. À ce stade-là, du poivre vert. Ensuite, si on veut obtenir du poivre noir, on met à sécher, ça s'oxyde. Si on veut du poivre blanc, on ramasse un petit peu plus à maturité, c'est séché, décortiqué, on a du blanc. Et le gris, encore plus simple, on va broyer le noir, c'est blanc dedans, et ça va donner du gris. Si Patrick cultive des épices dans son jardin, il a également développé l'agroforesterie, qui est une façon de produire des fruits et des épices en forêt, sans pour autant la raser, mais au contraire en l'utilisant pour la culture. C'est des centaines d'espèces ici, on est dans un milieu humide où il peut y avoir 10 mètres d'eau en une année, ce qui peut tomber à Paris en 10-12 ans par exemple. Patrick rejoint une de ses parcelles en forêt. Là on voit le sol, c'est que de la roche, de la lave qu'on voit là-dessus. L'épaisseur d'humus, c'est quoi? C'est 2-3 cm, même pas. Sur ces terres, il s'agit de réduire les espèces invasives et de les utiliser en compost pour ensuite développer certaines plantes. La cardamome. Là, on peut voir cette plante qui est la famille du gingembre, des Zingiberaceae. On voit ces feuilles-là. Et comment déterminer que c'est de la cardamome? Cette plante-là, il suffit de caresser sous la feuille. La feuille, elle est très, 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 très douce. Et la cardamome, ce sont des tiges qui courent au sol comme ça. La fleur, comme on voit là, fait penser à une petite fleur d'orchidée, mais qui n'est pas du tout la famille de l'orchidée. Et le fruit qui est juste à côté. Et dans ce fruit, il y a des graines. Et c'est ces graines-là connues dans les plats. C'est donc dans cette forêt basse exceptionnelle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que Patrick continue de faire pousser ses épices face à la mer. Toujours à 9000 km de l'Hexagone, sur l'île de la Réunion, et du fait de son relief, l'île compte une multitude de microclimats, ayant favorisé le développement d'une faune et d'une flore endémiques. Dans l'exploitation de Jean-Marc, entre 2 rangées de palmistes poussent aussi des arbres fruitiers. Jean-Marc, ce sont des litchis. Oui, on arrive en fin de saison là. Il y en a encore quelques-uns. Le litchi est un arbre très présent sur la bordure du littoral. Ces plantations s'étalent du niveau de la mer jusqu'à 600 mètres d'altitude. La Réunion produit 40% de la production française. Et pour les cueillir, il faut avoir une certaine habitude. Ça va, Jean-Marc? Ah, ça va. J'ai l'habitude d'être dans les arbres tout le temps. Hein. Ah, j'en entends tomber. Oui, ce sont les plumières qui tombent. Hein. Et puis, il y a celles qui ont été mangées par les oiseaux. Là. Ok, mais vous avez gardé les meilleurs. Hein. Ah, bien sûr. Quand même 2 petits bouquets pour vous faire goûter l'ensemble. Vous voyez, ici, on appelle un bouquet. Ah ouais. Donc, c'est comme un bouquet de fleurs. Là, c'est un bouquet de litchi. Je vous attends avec impatience. Tiens, tu vas m'aider. Tenez ça. Si. J'aurais besoin de mes 2 mains pour refaire la descente. Et Voilà, ça y est. Voilà, donc comme on dit, c'est les litchis de fin de saison. Je peux goûter? Tiens, allez, je vais goûter celui-ci. Hop. Ah, c'est délicieux. Je ne mangerai plus des litchis qu'avec vous. Bah, ce sera un plaisir. Hein. De toute façon, il faudra revenir pendant la haute saison. Hein. Alors, les litchis ont une histoire extraordinaire parce que pour que cet arbre produise des fruits, on dit qu'il faut être dur avec lui, il faut le taper. Voilà, il faut le stresser. Le stresser. Voilà, donc... mais comment on stresse un arbre? Bah, c'est simple. Hein. Pendant la nouvelle lune, on va taper le bois avec notre sabre à canne. Donc vous venez avec votre sabre à canne, voilà. mais vous donnez des coups dedans, vous entaillez les... Des coups directement, assez profonds. Peu importe, plus qu'on le frappe, plus que ça va le stresser. Et le but, c'est qu'il arrête sa pousse.
Ouais. Et quand il arrête sa pousse, ça va l'inciter à fleurir. Et oui, parce que le bois stressé va arrêter de pousser, il va se défendre et il va utiliser toute sa sève pour assurer sa survie. Et pour assurer sa survie, que doit-il faire? Des fleurs qui vont engendrer des fruits et les noyaux vont donner de nouveaux arbres à litchi. Voilà, c'est tout ça. Choux de palmiste, litchi, tout ça m'a mis en appétit et c'est bien normal puisque l'heure du pique-nique approche. On va donc mettre les bouchées doubles et on va se rendre dans l'un des plus beaux potagers de l'île de la Réunion, celui où s'approvisionne le chef Claude Potin qui s'est mis au fourneau pour nous. C'est dans cet hôtel de luxe, avec une vue imprenable sur l'océan, que le chef Claude Potin officie depuis 1 an. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. Bonjour, je te présente plus, mon sous-chef. Enchanté. Georges. Pour valoriser la gastronomie de son île, le chef va se fournir chez des petits agriculteurs de la région, comme ici, chez Xavier. Ouais, je pense que ça ira, Je vais super. repérer ça pour toi. C'est bon? Ouais, super, ça ira. Sinon, j'en ai... Tu as une autre? Bon, attends. Alors ici, on est à Barrage. Barrage, c'est dans l'ouest de la Réunion. On bénéficie d'un très très bon climat en hiver, puisqu'il ne fait pas trop froid, même pas froid du tout. Et l'été, on a vraiment un climat qui est modéré au niveau de la chaleur, ce qui nous permet de pouvoir continuer à travailler. Donc quelques fleurs de galabert, c'est-à-dire, ça va vraiment nous servir de la fraîcheur, de la déco. Xavier est installé à La Réunion depuis 12 ans. Originaire de la métropole, il a dû s'adapter aux caprices climatiques de l'île qui font aussi son charme. On a la chance dans la Réunion d'avoir 400 microclimats. Il y a des produits pour lesquels je suis vraiment adapté, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en termes de production. Et d'autres, ça ne marche pas. Et peut-être qu'à 3-4 km d'ici, ça fera un carton. C'est une liane, c'est pas les tomates poc-poc, là? Par contre, ici, si tu veux des fleurs de bourrache, Ouais, on peut prendre les fleurs de bourrache, ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est cueillir les fleurs avec les petites abeilles qui butinent en même temps. C'est le petit plus du bio, quoi. Ce qui est bien avec Xavier, c'est qu'on trouve des produits métropole, ici aussi, métropole ou autre, ou ailleurs. Mais c'est vraiment produit à La Réunion. C'est ça qui m'intéresse. Et dans son potager, le chef trouve toujours son bonheur. Je te mets aussi un chou-fleur violet. Oui. Et voilà. Et là, le but, c'est qu'on retrouve ces couleurs vraiment dans l'assiette, mais sans vraiment dénaturer le produit. D'accord. C'est une de mes responsabilités aussi, de mettre ma culture auprès de la clientèle touristique et même de la clientèle locale. On va prendre celui-là. Celle-là aussi? Ouais, on met. Ouais. Bon, celle-là, elle est mi-mûre. Hein. Ça commence. Hein. Ok. Une fois que ça a commencé comme ça, après c'est parti. Donc, on prendra une papaye verte. Là. Pour élaborer ses recettes, c'est en se promenant que Claude trouve l'inspiration du moment. On va faire des petits pickles, on va faire des petites lamelles comme ça. On va bien varier les plaisirs. Là. Le petit des plaisirs de la pause. Directement dans le champ. Bon, chef, à la semaine prochaine. Vous avez trouvé votre bonheur, là? Ok, mais ça va, super. Allez. Et encore merci. Allez, au revoir. Bon, de rien. Toujours un plaisir. Le panier rempli, il est temps pour le chef de mettre son tablier pour préparer une assiette pour le pique-nique. La recette est simple. Un œuf mollet sur un velouté de patates douces et citrouilles massalées, accompagné d'un baba-figue, la fleur du bananier. Le chef coupe le baba-figue en 2 et en extrait le cœur. Là, on enlève les petites bananes, là, vraiment les petites bananes à l'intérieur. Où ça donne un petit goût âcre, un peu amer, là, donc du coup, un petit goût désagréable. Ensuite, coupé en petits morceaux, il va le faire tremper dans de l'eau vinaigrée et salée pour retirer l'amertume. Et 20 minutes plus tard, On va vraiment prendre le baba-figue délicatement. Et on va les laisser cuire à l'eau bouillante pendant, on va dire, une dizaine de minutes. le baba-figue va blanchir doucement. Là, du coup, j'ai rajouté un peu d'ail, une cuillère d'ail et une cuillère de gingembre. Là, on va rajouter quelques poêles de curcuma. On va laisser saisir directement sur un feu doux. Ça va enlever le petit goût d'amertume du curcuma. À présent, le chef s'occupe des épices.
Et à La Réunion, les épices, ce sont tous les condiments. Là, on va commencer à saisir nos épices. Donc les épices, nous, c'est les oignons, ail, gingembre. On va mettre du curcuma. On va mettre 2-3 fleurs de thym. Pendant ce temps, sont commis à éplucher les autres légumes, patates douces, citrouilles et papayes. Il ne faut surtout rien oublier. On va laisser tomber les oignons après. On enlève tous les grains et tous les morceaux blancs. Parce que ça sort des laits et c'est amer et toxique. Ensuite, il taille les légumes en morceaux, plus ou moins épais, en fonction des cuissons que le chef a choisies. La patate douce va cuire à l'eau, la citrouille au four vapeur. On va dire 5-6 minutes en 3-4 cuissons. Et la papaye va mariner avec des petits choux-fleurs en pringles dans une eau sucrée et vanillée. Ça va apporter du croquant, de la couleur, de la texture et surtout de la saveur. Dernière étape de sa recette, et pas des moindres, l'œuf mollet. Sa préparation est très technique. Alors, les œufs ils sont cuits 5 minutes et demie. Ils sont refroidis dans les glaçons. Et maintenant, c'est une technique, c'est avec une cuillère, rase la coque comme ça. On lave, on enlève des petits morceaux. Après, avec la cuillère. Toutes les cuissons terminées, il est temps de dresser cette assiette réunionnaise. Là, on met quelques légumes pickles. On dispose un peu n'importe comment, c'est-à-dire autour de l'assiette. Ça va apporter un peu de la couleur, du croquant, de la texture, du goût. Et on va trouver vraiment l'équilibre de ce plat. Georges, j'espère que Jamy il sera content. Oui. Je pense que Xavier, il a bien travaillé. Bien travaillé, Xavier. Oui. Et bienvenue à Jamy à La Réunion. Une assiette colorée et gourmande aux saveurs parfumées de l'île de La Réunion, qui est une véritable invitation au voyage. C'est dans un cadre exceptionnel, à la sortie du labyrinthe enchanté, d'où l'on a une vue plongeante sur les deux vallées, que va se dérouler le traditionnel pique-nique. Claude dresse son assiette exotique. On retrouve Johnny et Johan de la plantation de thé. Bonjour chef. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ouais. Patrick, du Jardin des Épices, accompagné de Jean-Marc de la plantation de Palmiste. Tous rejoints par Jamy. Voilà, le bouquet final dans ce décor majestueux. D'un côté, l'océan Indien, de l'autre, le piton de la Fournaise, un peu masqué par les nuages. Et au milieu, au centre, l'assiette de Claude Potin. Magnifique assiette. Regardez-moi ça. Regardez. Je pense que ça doit valoir son pesant de cacahuètes, si j'ose dire. Alors par quoi on commence? Parce que je vois qu'il y a un petit coulis. On commence par le donc, coulis. Du coup, on peut casser l'œuf. On va vraiment la décoration. Allez. Hop. Même la déco, elle est bonne. Alors déjà, moi, je peux vous dire, c'est bon. C'est bien épicé. En tant que réunionnais, je reconnais tout de suite le baba de figue. Baba figue. Ici, au centre de l'assiette, c'est le chou du bananier, la fleur du bananier. Ensuite, Voilà, baba figue. Johnny. J'aimerais bien retrouver aussi les épices. Ah. Très bien épicées. Alors moi, ce que j'aime justement dans le côté épicé, c'est que ça relève le goût, mais ce n'est pas du tout agressif. Qu'en pense le spécialiste des épices, Patrick? C'est vrai qu'on ressent bien le curcuma, bien sûr le massalé. C'est très très bien fait. Ouais. Alors, je vous invite également à déguster les petits légumes en pickles. D'ailleurs, un petit goût de cannelle. Un petit goût de cannelle, un petit peu de vanille. Donc vous jouez aussi sur les textures. Les textures Voilà. et l'assaisonnement. Voilà, on a quelque chose de très moelleux avec le coulis, avec l'œuf aussi qui ramène du fondant. Le fondant. Voilà. Et la couleur est très jolie aussi. Ça donne Ah ben oui, c'est très beau. Couleur, voilà. C'est très très beau. Voilà, et ce petit chou violet. Jean-Marc, donc vous nous avez ramené une petite salade. Chef, vous n'y verrez pas d'inconvénient. Est-ce qu'on rajoute un peu de salade de palmiste dans votre assiette? Non, pas de souci. Moi, je pense que ça va bien se marier.
Le palmiste, qui, je vous le rappelle, est endémique de la Réunion. Vous ne pourrez le déguster qu'ici, même pas en métropole, parce qu'il ne supporte pas le transport. Donc on en profite. Chef, qu'est-ce que vous en pensez de ce palmiste-là? C'est bon, bien frais. Petit goût noisette, comme on aime. Merci de m'avoir fait découvrir le palmiste. Merci de m'avoir fait découvrir le thé. Merci à vous tous de nous avoir ouvert vos jardins, de nous avoir fait découvrir vos cultures et votre culture. Je sais qu'à La Réunion, les deux sont intimement liés. D'ailleurs, je le dis souvent, quand on raconte l'histoire des plantes, on raconte aussi l'histoire des hommes. C'est particulièrement vrai à La Réunion. Et c'est vrai dans tous les jardins. Alors profitez-en, cultivez et cultivez-vous. Vous avez la semaine pour vous y consacrer. Excellente fin de journée. À dimanche prochain pour une nouvelle envie de jardin.